Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour, on se retrouve pour un épisode interview de salariés écolo au boulot. Et aujourd'hui, vous en aurez 2 pour le prix d'un. En effet, j'échange avec Alexis et Pauline qui font partie de l'association Les Collectifs. J'ai déjà évoqué cette structure dans le podcast, donc je suis très contente qu'on puisse en parler plus en détail. Les collectifs, ce sont des professionnels engagés pour accélérer la transition écologique et sociale de leur entreprise et la transformer de l'intérieur. On va parler de création de collectifs de salariés en entreprise, comment on fait, de trouver des alliés, de convaincre la direction, de quelle posture adopter, quelles mesures on peut mettre en place en tant que collectif dans une entreprise, et aussi, qu'est-ce que ça change dans son quotidien de salarié. C'est vraiment une super conversation qu'on démarre sans attendre. Bonjour Alexis, bonjour Pauline, et bienvenue sur Écolo au boulot. Bonjour Cassandre. Bonjour Cassandre. Pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous pour qu'on vous connaisse mieux, donc que chacun puisse se présenter un peu qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Avant de rentrer dans le détail des collectifs, je voudrais bien savoir aussi un peu quel a été votre déclic écologique, s'il y en a eu un, un peu comment se manifeste votre engagement écologique au quotidien. Voilà, pour qu'on comprenne un petit peu quel est votre cadre, quel est votre environnement, et qu'on se mette un peu à votre place. Qui veut commencer? Eh ben, je peux y aller, allez, c'est pas très galant, mais tant pis. Donc, heu, donc moi, Alexis, je suis, ingénieur de formation et j'ai passé les 7 dernières années de ma vie chez Michelin en tant qu'ingénieur R&D, à différents types de postes et de missions. J'en suis parti relativement, récemment, en fin d'année dernière et à titre du coup personnel, j'ai créé, une entreprise qui s'appelle, Green Insiders, qui a pour vocation de mettre en mouvement les salariés, en entreprise autour des thématiques environnementales et qui est une activité assez proche de ce qu'on fait avec, l'association Les Collectifs dont on parlera juste après. Et pour répondre à ta question sur, qu'est-ce qui a été un déclic écologique? Pour ma part, c'est quelque chose d'assez classique dans le monde, des ingénieurs. Ça a démarré par du Jean Covici, qui m'a fait prendre conscience d'abord des enjeux climatiques et puis ensuite, généralement, une fois qu'on commence par du Jean Covici, on en découvre tout un tas d'autres, personnalités sympathiques et de livres qui permettent d'éclairer un peu sur le sujet. Donc c'est quelque chose d'assez progressif, mais disons que pendant 6 mois, aux alentours de 2018, j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, j'ai beaucoup aimé comprendre ça, pris peur aussi, mais voilà, ça a été une démarche progressive qui s'est, écoulée un petit peu à cheval en 2018-2019, je dirais par là. Pauline, je te laisse la parole. Merci Alexis. Donc Pauline, moi ça fait 5 ans que je travaille en gestion de projet RH dans des structures qui ont été structures moyennes et puis grands groupes. Et mon déclic écolo s'est passé en 2 temps. J'avais un ami, coucou Jérémy, qui lui avait vraiment fait ce cheminement, cette démarche. Il s'est pris ce qu'il appelle le mur du climat. Donc ami ingénieur, et il me parlait de tout ça, et j'avais du mal à l'intégrer dans mon comportement au quotidien parce que jeune professionnelle, j'avais enfin une indépendance financière, un peu de moyens pour me faire plaisir, etc. Donc il m'a sensibilisée à tout ça, mais j'étais pas encore prête à adapter mon comportement complètement. Et puis pendant le premier confinement, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de documentaires sur tous les enjeux écologiques. Et là, je me suis dit, c'est plus possible de vivre dans cette dissonance cognitive. Donc du jour au lendemain, je suis devenue végétarienne, j'ai pris la bonne résolution de ne plus prendre l'avion, de limiter mes achats de produits neufs, etc. etc. Ok, bon bah ça marche. Et donc vous êtes tous les deux membres de l'association Les Collectifs. À quel moment vous avez chacun monté un collectif dans votre entreprise? Alors moi, j'ai monté mon collectif presque en même temps qu'on a lancé officiellement l'association en avril 2021 et qu'on a lancé la tribune dans les Échos. Donc c'était vraiment concomitant. Et c'est
de voir que plein d'autres collectifs avaient émergé dans d'autres entreprises, que ça m'a donné la force et une forme de légitimité finalement pour lancer ça dans mon entreprise. OK. Je reviendrai tout à l'heure sur, comment on fait pour créer un collectif en entreprise. Alexis, toi, ça s'est passé comment? Alors pour ma part, moi c'était avant, et du coup ça sera une vision un petit peu différente de celle de Pauline et qui sera je pense intéressante. Donc moi le collectif chez Michelin, je l'ai créé début 2020, donc un peu plus d'1 an avant la création de l'association et des collectifs, et à l'époque j'étais très loin de m'imaginer qu'en fait, cette démarche de création d'un collectif en entreprise s'était reproduite un peu dans plein d'autres endroits en France. Et donc à ce moment-là, moi je pensais avoir eu une idée innovante. Et donc comment ça s'est manifesté en fait, ben, suite à cette prise de conscience écologique dont on vient de parler, j'avais envie d'en discuter avec des personnes pour qui je savais que c'était aussi un sujet, important au sein de l'entreprise, qui potentiellement, ben, hésitaient un peu à en parler parce que ça reste des sujets un peu de tabous que de dire que, ben, on est inquiet, vis-à-vis des sujets environnementaux, et donc c'est comme ça qu'a démarré, ce collectif-là. Au départ, c'était vraiment des discussions informelles, à quelques-uns, le temps de déjeuner, et puis, c'est une démarche qui a bien pris, qui a grossi, qui s'est structurée, qui a travaillé sur tout un tas de sujets dont on pourra peut-être parler un peu plus tard avec un prisme, plus macro à l'échelle des collectifs. Mais en fait, ce n'est que plus tard que j'ai appris l'existence de collectifs dans d'autres entreprises. Alors d'abord de manière, un peu fortuite sur LinkedIn, où j'avais pu rencontrer, Eva d'EDF ou Nicolas côté AXA, mais donc j'en avais connu que 2. Et on a été mis en fait en contact, début 2021, enfin fin 2020, début 2021, par Point Réveil Écologique, l'association, des étudiants, qui a fait une étude, sur le monde de l'entreprise et les salariés qui s'engagent. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est aperçu qu'on était beaucoup plus nombreux que ça, et qu'on a souhaité, ben, continuer l'aventure tous ensemble. En fait, on s'est dit: «Bah, si on a eu tous cette même idée, c'est qu'on l'idée est bonne, et qu'on a moyen de faire quelque chose, de manière, collective». Et donc la tribune dont parlait, Pauline tout à l'heure, elle a été cosignée à 27 collectifs, ce qui a vraiment marqué le début de cette aventure-là. Super, et c'est comme ça qu'en sont nés les collectifs. Vous avez créé une association. Quel est le but de cette association et quelle est, l'ambition des collectifs? En fait, on se rend compte qu'à l'échelle d'un collectif dans une entreprise, on a déjà beaucoup de projets à mener et plein de réflexions qui sont lancées, mais c'est beaucoup plus puissant si si pour tout ça on capitalise sur toute l'expérience qui a déjà été accumulée par différentes entreprises, par différents collectifs. Donc ça nous permet de sortir du prisme de notre entreprise et d'être aidés par des personnes qui vivent des contextes différents, parfois similaires, parfois différents. Donc ça apporte une richesse vraiment énorme, et ça permet aussi de faire grandir tout ce mouvement des collectifs, puisque des personnes qui auraient peut-être pas l'idée de lancer des collectifs, pas comme l'idée qu'a eu Alexis, bah, peuvent se sentir soutenues par la communauté. Donc l'objectif de l'association Les Collectifs, c'est de créer une communauté qui puisse soutenir déjà les collectifs existants et leur donner des idées, un soutien pour grandir et lancer des actions plus ambitieuses, à plus grande échelle, etc. Et puis aussi montrer que c'est possible et donner envie à toutes les personnes, dont tes auditeurs, Cassandre, qui ont envie de lancer des choses, leur donner des outils, les former, les accompagner. Et comme ça, on a lancé euh, des règles d'or pour lancer son collectif, des programmes d'accompagnement. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est disponible et à contacter les collectifs pour voir ce qu'on peut faire pour vous. OK, donc si on n'a pas encore créé son collectif, mais qu'on a envie de le faire, on peut déjà se tourner vers l'association, et l'association est là pour aider les collectifs à se créer. Exactement. Et je compléterai juste, ce que vient de dire, Pauline, qui est tout à fait juste, en disant qu'on a aussi une volonté, quelque part d'élargir l'écosystème. C'est-à-dire que nous représentons les salariés qui s'engagent dans l'entreprise. Maintenant, on a tout à fait conscience que, pour transformer le monde de l'entreprise, c'est tout un ensemble de parties prenantes qu'il va falloir, mobiliser. Et donc en fait, à ce titre-là, on travaille aussi avec, d'autres associations partenaires,
lors de l'organisation d'événements ponctuels ou une participation à des événements. On est par exemple partenaire de WeShare et de Printemps écologique dans l'organisation de rencontres de l'écologie et du travail qui ont lieu la semaine prochaine à la Cité Fertile à Pantin. On est partenaire de la Convention des entreprises pour le climat, qui est donc un regroupement de dirigeants d'entreprises. Et donc là, ça va être véritablement un moment intéressant pour mettre en regard du coup des préoccupations de dirigeants et de salariés. On travaille aussi avec des organismes comme Bicorp, Le Grand Défi, etc. Donc on essaie de s'inscrire dans cet écosystème-là. Et puis on a aussi une vocation d'engager un dialogue avec des dirigeants qui justement se posent la question de comment est-ce qu'ils peuvent engager et s'appuyer sur leurs collaborateurs pour induire un changement dans la manière de piloter leur entreprise. Et donc, c'est vraiment des réflexions, on va dire, qu'on mène dans un esprit de co-construction, mais qui sont aussi importantes pour nous, malgré le fait qu'on incarne encore une fois cette casquette de collectif de salariés. On a cette vocation à discuter avec les directions aussi. Finalement, avec la communauté dont tu as parlé, Pauline, les 3 piliers qui sont les nôtres. Oui, c'est vrai qu'il y a toute cette partie aussi de faire connaître, les collectifs pour montrer que ça fonctionne. Et la question, je pense que doivent se poser pas mal de personnes qui veulent créer un collectif ou même mener des actions, c'est comment est-ce que je vais être reçue de la part de la direction? En fait, c'est pas du tout mon poste de faire ça, mais néanmoins, c'est un sujet qui me touche et je sens qu'il y a plein de choses à faire dans notre entreprise, mais est-ce que je suis légitime pour le faire? Vous, du coup, de par l'expérience des collectifs qui existent et puis de tous les liens que vous menez, notamment avec des dirigeants, quel retour d'expérience est-ce que vous avez? Qu'est-ce que les entreprises disent, en fait, des collectifs qui existent? Ouais, alors je pense qu'on ne peut pas faire de généralité dans le sens où chaque collectif et chaque entreprise ont un petit peu leur spécificité, mais je dirais que de manière générale, c'est quand même bien perçu. Le fait que des salariés se responsabilisent, parce que c'est aussi il est question de ça, est généralement quelque chose qui est bien vu en entreprise. Qui plus est, pour porter des questions autour des sujets environnementaux et sociaux, alors plutôt environnementaux de manière générale, mais qui est une préoccupation qui est grandissante dans le monde de l'entreprise. De plus en plus de directions se posent la question de comment est-ce qu'elles peuvent rendre leur entreprise compatible avec ces enjeux-là, avec notamment de plus en plus qui réfléchissent à comment s'orienter sur la neutralité carbone. Et donc le fait que des salariés s'investissent là-dedans, c'est vu de manière positive, et en particulier les directions RSE, qui voient d'un œil assez bienveillant cette démarche-là, puisque ça leur apporte quelque part une forme de soutien gratuit au message que ces personnes-là cherchent à faire passer. Ouais, complètement. Moi, c'est ce qui me semble, hein, que c'est une chance pour les entreprises d'avoir des salariés qui veulent s'impliquer. Non seulement parce qu'aussi, ben, potentiellement, elles ont des personnes qui peuvent prendre des sujets en charge. Heu, c'est aussi ça souvent qui bloque les démarches, environnementales en entreprise, c'est que c'est pas forcément la priorité. Je voulais vous demander concrètement, du coup, comment on crée un collectif en entreprise? Comment on fait pour convaincre autour de soi? Qu'est-ce que vous dites, pardon, aux salariés qui vous contactent comme ça en vous disant: «J'ai envie mais je sais pas comment faire»? Pauline, par exemple, enfin toi, comment tu as fait pour lancer ton collectif et maintenant ce serait quoi tes conseils là-dessus? Très bonne question. Alors, dans mon cas, j'avais quelques collègues, avec qui on échangeait souvent, au sujet de la des démarches, menées par l'entreprise, sur le plan écologique, de la stratégie RSE, et on avait envie de s'interroger sur ce qu'on pourrait faire pour aider l'entreprise à avancer plus vite, plus loin. Donc on était quelques collègues comme ça à vouloir, s'engager. On ne savait pas tout à fait comment et par où commencer. Et le fait d'avoir cette émulation par l'association Les Collectifs, qui était en train de se créer, finalement, ça nous a donné, des exemples, de situations à dupliquer. Et donc, on a tout simplement, envoyé, à nos relations un email disant, «On pense que notre entreprise, peut aller plus loin». Et donc, on a fait un manifeste comme ça à signer, et dans le formulaire de signature, on proposait aux personnes de s'engager sur des sujets de type, sensibilisation, transformation des business models, structure,
du collectif, etc., etc. Et donc comme ça, on a vu des volontaires qui voulaient s'engager, mais ne savaient pas par où passer, et qui ont trouvé dans ce système-là, dans la structure du collectif, un bon moyen de s'engager et aussi de contourner cette espèce de syndrome de l'imposteur qu'on peut avoir quand on n'a pas de formation RSE ou quand notre job au quotidien n'a rien à voir avec la RSE. Compléterai peut-être ce que dit Pauline. Je pense qu'il y a vraiment cette volonté de faire communauté, enfin, au sens regroupement de personnes qui partagent des valeurs communes dans l'entreprise. Et que finalement, la meilleure manière de démarrer un collectif, c'est probablement d'identifier autour de soi des personnes qui partagent ces mêmes valeurs communes et ce même intérêt pour les questions environnementales. Et le fait est que la période est à l'accélération de ce type de profil-là. Les confinements respectifs ont bien aidé aussi. Donc en termes de démarche, ensuite, je dirais qu'il y a plusieurs modalités. Il y a celle dont vient de parler Pauline, qui est de publier un manifeste qui va permettre au plus grand nombre de rejoindre. Et donc ça peut faire passer très rapidement un nombre conséquent de personnes dans le collectif. Mais il peut aussi y avoir une démarche beaucoup plus progressive qui, à titre personnel, est plutôt celle que j'ai suivie, à savoir commencer avec 4-5 personnes que je connaissais et qui ensuite, par le bouche à oreille, vont pouvoir communiquer l'existence de cette démarche-là et ensuite, par la magie de ce bouche à oreille, le groupe va pouvoir grandir. Mais ce qui est véritablement important, je pense, c'est de poser clairement ses envies communes, ces valeurs communes et potentiellement de le formuler sous la forme d'une raison d'être aussi qui peut être complémentaire à celle de l'entreprise avec le prisme de ce qui est important à défendre pour ces membres du collectif. Et je pense que ça rejoint des études. Par exemple, Gallup montre que si vous avez un best friend at work, ça augmente considérablement votre engagement, votre fidélité à l'entreprise. Donc, je crois que les entreprises ont aussi intérêt à soutenir la création de collectifs, bien sûr en premier lieu par rapport à leurs enjeux écologiques, mais aussi par rapport à des enjeux RH, que je connais bien puisque la plupart de mon parcours est RH. Qui sont l'engagement, la motivation, etc. Et aussi des enjeux de casser les silos, faire en sorte que les différents services se connaissent, se parlent. C'est vraiment très très riche pour une entreprise d'avoir ce terreau-là. Et puis par ailleurs, Cassandre, tu nous posais tout à l'heure la question de mais comment le lancer et quels sont les conseils et comment c'est perçu par la direction. Je dirais que surtout dans les grandes entreprises, il ne faut pas hésiter à aller poser des questions aux directrices, directeurs RSE des différentes zones, des différentes business units pour voir ce qui est mis en place, aller poser des questions à des collègues de l'équipe développement durable du groupe pour pouvoir arriver en connaissant déjà un peu plus en profondeur les démarches menées par l'entreprise, la philosophie, et puis pas réinventer la roue parce que ce qui peut parfois étonner ou agacer les directions, c'est cette impression que finalement on s'autoproclame nouveau directeur RSE dans l'ombre et puis on commence à vouloir lancer des choses sans avoir l'expertise. Du coup, une des manières d'y aller, c'est vraiment, je pense, en mode profil bas, curieux, positif, engagé, ça peut être un plus d'avoir cette connaissance, cet échange avec les personnes dont c'est le métier vraiment de travailler sur les sujets RSE, pour ensuite être capable de connecter les choses plus que de faire en parallèle. Euh, on peut imaginer que l'entreprise, son rôle via sa direction RSE, c'est de faire infuser une stratégie et de montrer la direction, et qu'un collectif, c'est beaucoup plus bottom-up, et ça permet de créer plein de succès, de mobiliser les énergies en local, et puis petit à petit de connecter et d'aligner la stratégie et une énergie un peu de la masse, on va dire. Oui, c'est ça. S'il y a une direction RSE qui existe, ne surtout pas hésiter à aller la voir plutôt que de créer un collectif et arriver la bouche en cœur en disant tiens, on pourrait faire ça et qu'on nous réponde mais on le fait déjà en fait. Donc, ouais, la co-construction, elle se fait pas que au sein du collectif, mais au sein de l'entreprise en général avec
toutes les parties prenantes, même si elles ne font pas partie du collectif. Malgré tout, je dirais que c'est important que le collectif puisse partir de ses envies propres. C'est-à-dire que l'idée de dialoguer avec la direction RSE, c'est effectivement d'éviter de marcher sur les plates-bandes de ce qui existe déjà ou de faire quelque chose qui soit contre-productif. Malgré tout, c'est important que le collectif soit capable de porter des sujets et de proposer des sujets, des thématiques de travail, et de ne pas forcément attendre que ça vienne de la RSE, qui Ah leur non, dise: «Bah, surtout vous pas. pouvez travailler sur Surtout tel pas sujet». attendre, oui, oui. Voilà, donc c'est vraiment, et Pauline en a parlé, une démarche bottom up, et d'implication qui est importante. Donc si c'est vraiment comme ça qu'apparaissent en fait les thématiques de travail dans les collectifs. Il suffit qu'il y ait un groupe de 2, 3, 4 personnes qui se disent: «Bah, pour moi, ce qui est important, c'est ça», et ce «ça», peut se décliner de plein de manières différentes. Ça peut être, des fresques du climat, des actions d'éco-gestes, et cetera, ou des réflexions plus stratégiques. Et à partir du moment où ces personnes-là ont envie de travailler sur ce sujet parce qu'il fait sens pour eux, pour elles plutôt, et ben, il faut pas hésiter à l'incarner, et puis après effectivement d'aller le présenter à la RSE pour dire: «Bah, il y a ce groupe-là de personnes qui a envie de travailler sur ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut, combiner nos forces finalement?» Le collectif mobilise vraiment les énergies brutes et je crois que c'est ça qui est super. C'est que si, comme le dit Alexis, 3 personnes ont envie de travailler sur, la mobilité douce et ben allons-y. L'enjeu, c'est juste d'être sûr que, il y ait pas la RSE qui ait déjà, travaillé 1 an, de son côté sur ces sujets-là et qui a peut-être déjà, avancé à 90 sur le sujet, peut-être sans le communiquer assez, c'est possible. Mais voilà, donc juste récupérer, enfin, avoir une bonne vision de ce qui se passe et après, bien sûr, et en parallèle même, lancer les initiatives qui tiennent à cœur des uns et des autres. Et Pauline, tout à l'heure, tu parlais du manifeste que vous avez créé en créant votre collectif, que vous avez envoyé à vos connaissances dans l'entreprise. Je me demandais sur quoi tu t'es basé, enfin que vous vous êtes basé pour créer ce manifeste. Qu'est-ce que vous avez mis dedans et justement quelle part vous avez fait entre voilà ce qu'on a déjà comme information de ce que fait l'entreprise et voilà ce sur quoi on va travailler. Enfin voilà, qu'est-ce que tu mets dans ce type de document par exemple et comment tu trouves l'information? Alors, on s'est inspiré du manifeste Les Collectifs, puisque je trouve que le manifeste Les Collectifs reprend vraiment bien l'état d'esprit qui est de co-construire, d'apporter des solutions vraiment positives, d'agir. On n'est pas là pour critiquer. On est vraiment là pour agir, s'engager et fédérer les énergies. Donc, pour écrire le manifeste de mon entreprise, on a repris vraiment ce ton du manifeste Les Collectifs. Et après, l'avantage, c'est comme on a été plusieurs à rédiger ce manifeste, on avait chacun notre vision, notre compréhension de l'entreprise, parce que tous, on avait plusieurs années d'expérience dans cette entreprise. Donc, ça permettait d'avoir des exemples vraiment concrets d'endroits où on aurait pu aller plus loin, de, de ce qu'on connaissait de la stratégie déjà de notre entreprise. Donc ça a été un mélange finalement entre la philosophie Les Collectifs qui nous convenait très bien et qui était appropriée, et notre connaissance, notre expérience à chacun en fonction des postes qu'il ou elle avait occupés et de son analyse et de ses envies aujourd'hui. Ouais, c'est l'avantage de la co-construction et de l'intelligence collective, c'est clair. Je me demandais aussi, du coup, à quel moment est-ce que vous êtes allé voir votre direction et discuter avec elle? Je suppose que dans chaque collectif, c'est différent, mais vous, comment ça s'est passé? Et en général, dans d'autres collectifs, est-ce que, il y a toujours ces moments où vraiment, on se réunit entre, personnes qui partagent les mêmes valeurs, on échange autour de ces valeurs, on fait ou pas un manifeste, en tout cas, on décide de là où on a envie de mettre notre énergie et ensuite on va voir la direction. Voilà, à quel moment ça se fait et qu'est-ce qu'on lui dit en fait à la direction une fois qu'on a ciblé tout ça? Qu'est-ce qu'on lui propose? Parce que sûrement que ça fait pas partie de son plan d'action à la base et qu'il va falloir qu'elle l'intègre. Alors je dirais qu'il y a pas de règles, gravées dans le marbre. Maintenant, ce qu'on préconise dans les personnes qu'on accompagne à créer un collectif, c'est quand même d'avoir commencé à constituer ce groupe de personnes motivées, d'avoir commencé à réfléchir autour de ce qui peut être la raison d'être du collectif et d'avoir commencé à réfléchir à des premières actions que ce collectif-là aimerait mener. Ça permet de donner un peu plus de relief à la discussion qui pourra avoir lieu ensuite avec la direction ou la direction RSE.
parce que sinon, c'est pour éviter un peu de rester sur une discussion de principe qui est, voilà, on est des salariés, on a envie de faire des trucs, mais on sait pas quoi. Alors que là, si le groupe a déjà un peu d'existence derrière lui, bah, il peut illustrer un peu mieux, la façon dont il a envie de s'engager. À titre personnel, c'est comme ça que ça s'est produit. C'est-à-dire qu'on a rencontré notre direction RSE, je dirais qu'on avait à peu près, peut-être 4-5 mois d'existence derrière nous. C'était en plus en pleine période, covid, donc ce qui était rigolo, c'est que pour la plupart d'entre nous, on s'était jamais vus en vrai, donc on s'est vus pour la première fois au moment où on a pitché, notre engagement auprès de la RSE. Et à ce moment-là, je me souviens très bien du mot qui avait été utilisé pour décrire notre démarche, c'est que c'était quelque chose de viral. Alors c'est rigolo parce qu'on était en plein Covid, donc le mot était un peu tendancieux, mais c'était de se dire viral au sens où on attirait des gens à nous et où ça partait du bas un peu dans toutes les directions. Et donc ce terme viral était utilisé dans un sens positif du terme. Mais je pense qu'encore une fois, ce qui a plu à ce moment-là, c'est qu'on était capable de dire concrètement ce sur quoi on avait envie de travailler et que ça a pu rassurer aussi la direction RSE de se dire qu'on allait dans le bon sens et qu'on était dans une bonne intelligence et pas dans une opposition un peu hostile, pas forcément, enfin, ou assez frontale vis-à-vis de l'entreprise. Je crois que c'est clé d'avoir des exemples de succès vraiment concrets pour montrer que c'est pas juste un groupe de réflexion qui a émergé comme ça. C'est bien de pouvoir dire, bah voilà, là on a demandé l'autorisation de personne, entre guillemets, mais on a mené à bien tel projet. Je conseillerais d'aller voir les directions plutôt quand on a déjà quelques succès à présenter. Vous auriez des exemples de petits projets, de petits succès comme ça que des collectifs ont créés, voilà, qui du coup n'ont sûrement pas demandé forcément de moyens, mais voilà des choses qui permettent d'enclencher une action? Ça peut être d'avoir déployé des ateliers tels que la fresque du climat ou d'automne ou des choses comme ça. Ça peut être d'avoir mené des pilotes avec des clients parfois ou en tout cas inter-équipe sur le cœur de métier. Ou alors, je sais pas, Alexis, t'as d'autres exemples? Bah, après, c'est tout ce qui tourne autour des éco-gestes qui sont assez largement repris dans les différents, collectifs. Ça peut être, on parlait tout à l'heure de plan mobilité vélo, ça peut être, des suppressions des gobelets à la machine à café, des distributions de gourdes, dans les différentes équipes, des réflexions ou des propositions de repas végétariens, à la cantine, des réflexions autour du numérique responsable. Donc un peu tous ces petits éco-gestes qui sont traités dans la quasi-totalité des collectifs, j'ai envie de dire, avec des prismes différents. Il y a aussi des moments de formation. Alors, les ateliers fresques du climat et d'automne rentrent là-dedans, mais il y a aussi des Sustainability Week qui ont été organisés par certains collectifs, des conférences de manière à embarquer encore toujours une fois le plus largement possible les collaborateurs dans cette démarche-là. Et puis, il y a aussi des ateliers qui peuvent être sur des réflexions un peu plus stratégiques, qui là, forcément, sont plus à titre consultatif qu'autre chose, puisque le collectif n'a pas de réel pouvoir en soi, mais qui peuvent intéresser l'entreprise à cet égard. Donc voilà un peu le panel de tout ce qui peut être fait. Sur le site des collectifs, il y a ce qu'on appelle des fiches actions qui ont été mises, qui donnent un peu justement des illustrations de ce que différents collectifs ont pu faire. Donc j'invite tes auditeurs, Cassandre, à aller faire un tour. On pourra peut-être, donc le site c'est www.les-collectifs.co. Et puis on va bientôt mettre à disposition aussi de notre communauté un wiki où là il y aura un référencement beaucoup plus complet des différentes actions menées, de façon à ce que les collectifs entre eux puissent se solliciter et se donner des éclairages sur ah bah vous chez vous comme j'ai vu que vous aviez fait telle action, comment est-ce que vous avez fait, et pouvoir accélérer un petit peu et profiter du retour d'expérience des autres. C'est aussi ça qu'on a envie de créer avec l'association. Trop bien. Et oui, je mettrai l'adresse du site internet dans la description de l'épisode, comme ça vous pourrez y aller directement si vous n'avez pas pu la noter. Les collectifs qu'on voit, enfin en tout cas les premiers qui ont émergé, ils sont issus quand même de grandes entreprises. Est-ce qu'il faut être dans une grande entreprise pour créer un collectif ou est-ce que c'est pas nécessaire? Alors non, il ne faut pas être, dans une grande entreprise, c'est pas une condition, nécessaire. Je pense qu'effectivement, peut-être que les entreprises sont beaucoup représentées par le simple fait qu'en termes d'identification, ça a été plus facile pour nous de se connecter, en tant que membres de grandes entreprises. Maintenant, on a quand même des entreprises plus petites,
qui sont représentés dans les collectifs. Je pense par exemple au collectif de Serge Ferrari qui s'appelle Émergence. Il y a pas de règles. Alors forcément, effectivement, si on est dans le cas d'une TPE où il y a moins de 10 employés, avoir un collectif, ça n'a pas forcément de sens. Mais à partir du moment où je dirais il y a une centaine de collaborateurs, ben, il suffit qu'il y ait un groupe d'une dizaine de personnes qui se constituent pour déjà qu'il y ait un véritable corps à l'action portée autour des enjeux environnementaux. Donc nous, on accueille véritablement volontiers tous celles et ceux qui nous sollicitent, quelle que soit la taille de l'entreprise, y compris d'ailleurs les acteurs du service public. C'est pas forcément des personnes qui travaillent dans des entreprises privées qui nous sollicitent. Donc on n'est pas du tout fermé non plus à ce type de sollicitation-là. Oui, c'est vrai qu'on dit beaucoup entreprise, mais association, collectivité, tant qu'il y a des personnes qui sont employées avec un contrat de travail, potentiellement, ils peuvent créer un collectif. Exactement. Dans l'idée, vous nous avez donné des exemples d'actions qui sont menées au moment où on crée son collectif, pour avoir des premiers petits projets, des premiers succès à montrer à la direction. Qu'est-ce que vous allez chercher ensuite en échangeant avec la direction, en fait? Est-ce que vous cherchez à donner de la légitimité au collectif pour qu'ils aient, je sais pas, du temps de travail pour travailler sur certains sujets? Ou est-ce que c'est leur donner accès à d'autres personnes de l'entreprise qui font pas partie du collectif pour un projet en particulier? Est-ce que c'est de débloquer des projets? Enfin, finalement, on voit que on peut faire des choses en tant que collectif, même sans demander l'avis de la direction. Et moi, d'ailleurs, c'est souvent ce que je conseille dans Écolo au boulot, c'est commencer à agir même à son propre niveau ou avec quelques collègues avant de commencer à tout révolutionner. Mais qu'est-ce que ça permet de faire, d'avoir l'approbation de la direction derrière? C'est exactement ce que tu as cité. C'est déjà de la légitimité, montrer qu'on n'est pas juste un petit groupe comme ça, mais qu'on a mené des actions, qu'on est des interlocuteurs crédibles et qu'on peut faire partie d'ateliers de réflexion, de séminaires de construction, de vision d'entreprise. Je pense qu'un collectif a tout à fait sa place et devrait avoir sa place dans tout ce qui est construction de vision, de feuilles de route, 2030, etc. Donc légitimité et inclusion dans les démarches de définition de stratégie. Et puis du temps, comme tu le disais, puisque pour l'instant, quand on commence un collectif, c'est toujours sur son temps perso, ou sur les pauses déjeuner, ou le matin tôt, ou le soir tard, voire même le week-end pour les plus motivés. Donc l'enjeu du temps est vraiment là. Et les entreprises disposent d'un outil qui est le mécénat de compétences. Donc on peut tout à fait encourager nos dirigeants à ce que du mécénat de compétences soit possible euh, à destination du collectif de l'entreprise, qui est presque, in fine, à destination de l'entreprise. Donc ça, c'est possible, plutôt que de passer une demi-journée pour une association qui n'a pas de rapport avec l'entreprise, autant passer une demi-journée pour le collectif de l'entreprise. Et puis, certains collectifs arrivent aussi à débloquer des budgets, ce qui leur permet de lancer, pourquoi pas des cycles de conférences ou des projets plus conséquents, ou encore de recruter une personne. Alors souvent, ça va être un ou une stagiaire ou alternant, alternante. Mais ça, c'est très précieux aussi, puisque ça permet d'avoir une ressource stable qui anime la communauté, qui fait un peu de la gestion de projet. Donc ça peut, voilà, c'est un autre exemple de moyens qu'on peut débloquer. Et puis, de manière plus générale, on peut aussi, via son collectif, proposer à ses dirigeants de participer à la réflexion qu'on a avec l'association Les Collectifs pour faire avancer les partenariats, les réflexions concernant la gouvernance des entreprises entre salariés et dirigeants. Et d'ailleurs, un des dirigeants avec lesquels on travaille était plutôt d'accord pour dire que les collectifs pouvaient être une solution à ce qu'on appelle la solitude du dirigeant, puisque le dirigeant tout à coup trouve des personnes dans son entreprise qui ont vraiment à cœur d'emmener l'entreprise sur les sujets de transformation écologique, qui se posent des questions de stratégie, qui sont engagés dans leur entreprise, qui ne souhaitent pas la quitter, etc. etc. Donc on peut aussi penser plus loin et penser du partenariat un petit peu plus en dehors de l'entreprise, entre le collectif, le dirigeant de l'entreprise et l'association, les collectifs. Et d'autres dirigeants, du coup, in fine. Est-ce que le CSE aussi peut avoir un rôle? En tout cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller voir son CSE quand on crée un collectif?
Parce que c'est déjà un organe de représentation des salariés? Ouais, alors absolument. Alors effectivement, la réponse est oui. Est-ce que ça vaut le coup? C'est oui. Parce que le CSE et les organisations syndicales en général sont quand même des parties prenantes importantes de l'entreprise. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, les collectifs ont émergé aussi, peut-être parce qu'il y a une méconnaissance un peu générale du monde syndical, et qu'il y a peut-être une volonté de pouvoir s'engager sans forcément passer par le stade d'une élection. Maintenant, il est certain que c'est intelligent, je pense, d'aller voir les CSE, de voir comment est-ce que eux souhaitent ou abordent déjà la question environnementale. Qui plus est, depuis la loi climat qui date de l'année dernière et qui leur donne de réels pouvoirs quant à un challenge de l'orientation prise par l'entreprise vis-à-vis des questions environnementales. Et donc, le fait d'engager ces discussions-là permet aussi potentiellement de les rassurer sur le bien fondé de la démarche, puisqu'il peut y avoir parfois un peu de méfiance de leur part, de voir ces salariés non élus qui se mettent à prendre ce qui aurait pu être leur rôle aussi. Donc, comme on est là aussi dans un esprit de co-construction et pas seulement avec les dirigeants, on conseille d'aller discuter avec les CSE quand c'est possible. Oui. Et parfois, les personnes engagées dans les CSE sont aussi engagées dans le collectif. Dans mon collectif, c'était le cas et ça Mm. permettait aussi de faire des passerelles, de bien montrer aux élus que nous, on voulait co-construire avec toutes les parties prenantes et qu'on était là pour faire avancer l'entreprise sur les sujets environnementaux et que donc ils pouvaient compter sur nous et que c'était possible aussi de mener des projets conjointement. Je pense que on peut aussi, pour les CSE qui ont du budget, imaginer que les CSE portent une partie du budget ou la totalité du budget de certains événements du type conférence, ce genre de choses. Ouais, donc les CSE sont complémentaires aux démarches de collectif. Ça marche. Est-ce que vous pourriez nous partager un projet que votre collectif a mené dont vous êtes le plus fier ou que vous avez le plus aimé? Alors, une grosse fierté dans mon collectif, ça a été de prendre à bras le corps le sujet d'entreprise à mission, puisque le collectif a émergé dans une période un peu compliquée de l'entreprise et que on a surfé entre guillemets sur la vague du compliqué et d'un changement d'actionnariat pour sensibiliser les parties prenantes, donc les salariés, au sujet d'entreprise à mission, des bénéfices de l'entreprise à mission, pour aller discuter avec les dirigeants de l'entreprise à mission, pour aller discuter avec les nouveaux investisseurs, donc vraiment leur proposer notre vision via la communauté d'entreprises à mission qui nous a permis d'accéder à un premier, puis ensuite aux autres investisseurs. Et puis aussi de porter le sujet auprès des élus, justement, des différents syndicats, et aussi auprès des directions RSE, direction de l'innovation sociale. Donc ça a été un projet majeur, c'est toujours en cours, mais de pouvoir défendre très très fortement ce sujet d'entreprise à mission et d'apporter beaucoup de conviction et finalement, interlocuteur après interlocuteur, d'affirmer ce qu'on voulait pour notre entreprise. C'était vraiment très fort. Ouais, c'est pas rien, hein, l'entreprise à mission, j'avais fait un épisode sur ce sujet, c'était le numéro 24 et en effet, c'est pas juste décréter une mission, il faut aussi mettre un plan d'action en place. Enfin, c'est très engageant pour l'entreprise. Franchement, bravo. C'est ça. Oui, et puis du coup, j'en profite pour dire que ce genre de démarche-là, ça inspire les autres collectifs aussi. Moi, enfin, c'est pas une démarche qui a été portée dans le collectif Michelin, mais de voir que ce collectif-là avait réfléchi sur les sujets de société à mission, c'est hyper encourageant et ça donne des bons exemples pour les autres collectifs. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je dirais que ce qui génère le plus de fierté, au-delà de tous les projets qu'on a menés, c'est vraiment la dynamique. Alors, je vais quand même répondre à ta question après, mais euh, c'est- j'ai envie de dire finalement, peu importe le sujet, c'est de voir que les gens avaient envie de se mobiliser et qu'il y avait une vraie énergie commune à construire ensemble, qui est pour moi le plus grand apprentissage et le plus grand sentiment de fierté. Et c'est aussi de voir que le collectif
continue à exister aujourd'hui. Donc je l'ai fondé début 2020, mais je suis parti de l'entreprise, mais ce collectif continue à exister et fait même plus qu'exister puisqu'il explose en termes de nombre et en termes de reconnaissance vis-à-vis de l'entreprise aujourd'hui. Et donc, je dirais que ma plus grande fierté, c'est ça. Maintenant, pour donner un exemple de sujet que je trouve intéressant, on a été sollicité l'année dernière par la direction de la R&D qui souhaitait faire une évaluation de l'empreinte carbone du site de recherche, puisque dans le reporting légal, c'est pas forcément quelque chose qui rentre dedans. Et donc on a pu chercher en sollicitant les différentes personnes sur ce site-là, chercher à évaluer l'empreinte carbone sans forcément le faire de façon extrêmement rigoureuse au sens de la méthodologie de l'ADEME, mais déjà ça permettait d'avoir une évaluation des postes, des missions, et donc potentiellement dans un deuxième temps de réfléchir à des leviers de progrès pour ce site de R&D-là, qui pourrait ensuite faire l'objet d'autres groupes de travail par la suite, même si on n'en est pas forcément là, mais ça ouvre la porte vers ça en tout cas. Trop bien. Ce que j'aime beaucoup dans vos exemples, c'est que c'est très concret et puis ça touche directement à l'activité de l'entreprise. On voit que, OK, remplacer les gobelets, c'était pour commencer, quoi, mais ensuite, vos collectifs, ils se sont vraiment attaqués à des sujets de fond qui transforment l'entreprise. Oui, c'est ça. En fait, c'est un truc dont on rigole un petit peu entre nous, de se dire, on a tous commencé par les gobelets, quoi. Heureusement, quelque part, qu'on n'en reste pas aux gobelets, parce que ça ferait vraiment greenwashing de se dire on est dans des multinationales, mais on en est toujours à changer les gobelets et la machine à café. Mais ça reste pour nous quand même un peu tout un symbole, parce que c'est des quick wins, quoi, des petites victoires qui permettent de montrer qu'on est capable de faire des choses et ensuite, toujours en essayant d'aller un peu plus loin, d'aller jusqu'à potentiellement des questions stratégiques. Mais donc on insiste dans les accompagnements qu'on peut faire aux gens qui ont envie de créer un collectif, de ne pas sauter ces étapes en se disant elles sont insignifiantes, ça vaut pas le coup de les faire. Parce que si elles valent le coup, ne serait-ce que pour gagner la confiance dans l'entreprise, montrer une capacité à se structurer, à entrer dans l'action, etc. Donc les gobelets, c'est un peu un symbole pour les collectifs. Et c'est une question d'exemplarité aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas défendre l'écologie si au quotidien on va utiliser 4 gobelets en plastique pour la machine à café, même si quand on prend les ordres de grandeur, 4 gobelets, c'est pas l'essentiel de notre empreinte carbone, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'alignement, de l'exemplarité, et qui permet d'avoir une approche globale. Je pense que les deux vont ensemble, et ça marche à l'échelle de l'entreprise et ça marche à l'échelle individuelle. Ouais, on est sur le symbole, mais ça nous serait bien reproché si jamais on le faisait pas aussi. Oui, oui. Je voulais vous demander aussi, un peu plus personnellement, si créer et rejoindre un collectif, ça a changé quelque chose dans votre emploi dans l'entreprise? Par exemple, tout à l'heure, on parlait du temps, si vous avez eu du temps dédié pour faire ça, enfin, ça change un petit peu peut-être votre travail aussi, ou même si ça change, quelque chose dans votre carrière. Je pense que Alexis, on a compris que ça a changé beaucoup de choses. On va commencer par Pauline, comme ça, tu nous raconteras, ce qui s'est passé de ton côté après. Oui, alors je pense qu'au quotidien, ça a densifié mon activité, puisque ça ajoute quand même énormément de charge mentale d'avoir un collectif et en plus d'être impliqué dans l'association Les Collectifs. Donc il y a quand même voilà, au quotidien, mon agenda est quand même fortement modifié par tout ça, et j'ai l'impression que ma vie d'avant était finalement très simple, d'avoir juste mon métier. Maintenant, je me dis, mais c'était facile en fait d'avoir juste son métier. Et après, d'un point de vue plus professionnel, alors j'ai été impliquée dans les sujets de déploiement de fresques qui étaient pour le coup pris en charge par la direction learning de mon entreprise. Et là, récemment, on m'a proposé de prendre des missions de formation au sujet écologique. Donc pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle, puisque, a priori, dans les prochaines semaines, je devrais passer à temps plein sur des missions de formation du groupe aux enjeux écologiques. Donc c'est une belle trajectoire qui a du sens par rapport à un engagement vraiment très fort depuis un an en particulier sur ces sujets-là, où petit à petit,
mes collègues d'autres directions ont pu voir que ce sujet me tenait à cœur, que je comptais pas mes heures là-dessus, que je connaissais l'écosystème et du coup que je pouvais être légitime par rapport à ces sujets-là. Et donc de passer de gestion de projet RH à gestion de projet formation à la transformation écologique. Waouh, je pense que ça va faire rêver les auditeurs d'entendre ça. De voir que quand on s'implique, ça peut carrément changer notre métier. En tout cas, c'est une super nouvelle, d'autant plus que la formation, c'est vraiment une brique hyper importante dans les entreprises, dans la transition écologique. En tout cas, oui, après, ça a pris du temps et c'est aussi des moments où on se dit, bah, moi, j'ai envie d'y passer mon temps, un temps plein sur les sujets écologiques. Je suis pas ingénieure, ça me tient à cœur, j'en parle autour de moi. Donc, voilà, parfois, c'est aussi, enfin, les derniers mois n'ont pas toujours été faciles dans le sens où bah, on voit ce qu'on pourrait faire au quotidien en full time. Et puis, bah, ça prend du temps, on n'est pas forcément repéré comme étant légitime. Puis à un moment, les choses se débloquent ou pas. Pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est une possibilité après un engagement d'avoir un poste lié à ça. C'est pas forcément la formule magique de bah voilà, engagez-vous 6 mois sur un collectif et après vous aurez le job de vos rêves sur ces sujets environnementaux. Mais en tout cas, ça permet bah, déjà de mieux connaître l'entreprise, de se positionner comme interlocuteur sérieux, comme personne qui travaille, comme personne qui prend à bras le corps les sujets. Faire preuve de proactivité, c'est quand même une qualité qui est très appréciée en entreprise. Donc, pour toutes ces raisons, et au-delà bien sûr, de l'importance de s'engager et d'être écolo au boulot, ça peut porter des fruits en termes de carrière personnelle. Mais disons qu'il faut pas lancer un collectif dans l'espoir que à terme, ça nous serve en termes d'itinéraire professionnel. Ah oui, on est d'accord. La première raison, c'est quand même d'être aligné et de sentir qu'on fait avancer les choses dans le bon sens. C'est ça. Oui, et puis ça peut être faire évoluer son travail aussi, c'est-à-dire, il y a des métiers qui sont pas forcément, on va dire, tagués, environnementaux, à la base, je dirais, mais le fait de faire évoluer son métier vers des pratiques plus éco-responsables et vers une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans cette activité-là, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Donc, ne pas négliger cet angle-là, qui peut être éclairé par d'autres personnes de différents métiers dans l'entreprise. Ouais, tout à fait. Et je pense même, il y a des auditeurs qui travaillent déjà dans la transition écologique, mais leur structure est pas forcément engagée plus que ça. Rejoindre un collectif, ça a aussi du sens, je pense, pour eux. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et comme c'est une structure souple, très vivante finalement, ça permet de s'affranchir de certaines contraintes de validation, de ce genre de choses. Donc c'est quand même très agréable d'avoir un nom, parce qu'il y a un nom et ça n'avait pas vraiment de nom, les collectifs. Et là, petit à petit, bah, ça a un nom, on en entend parler dans les médias, donc les entreprises qui guettent les signaux faibles connaissent le principe de collectif, savent que c'est bah, des personnes qui aiment leur entreprise, qui ont envie de les faire avancer, que c'est des structures souples, que ça peut être des structures qui sont partie prenante dans la gouvernance. Bref, une manière, un véhicule d'engagement qui est idéal, les collectifs. Ok. Et donc pour continuer sur la question, Alexis, toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi de créer un collectif Bah, moi, ça a tout changé, puisque j'ai pris une décision qui n'était pas évidente pour moi, mais de quitter l'entreprise, mais pas de quitter l'entreprise parce que j'étais brouillé avec l'entreprise. Michelin est une entreprise à laquelle je reste attaché et pour laquelle je suis très content d'avoir travaillé. Mais c'est que cet engagement salarié est tellement quelque chose dans lequel je crois que bah, finalement, je me suis dit comment est-ce que je peux y consacrer un maximum de mon temps et de mon énergie. Comme disait Pauline, malheureusement, quand on a un collectif dans l'entreprise, c'est un peu sur le temps magique. En plus du boulot et en plus, on a l'association Les Collectifs, ce qui nous fait faire un paquet d'heures dans la semaine. Et je me suis dit, bah, finalement, ce truc-là a du sens pour moi. Ça a du sens de plus en plus
pour les entreprises, que ce soit les salariés, mais aussi des responsables qui s'intéressent à ces aspects d'engagement collaborateur. Et donc j'ai décidé d'en faire mon métier, tout simplement, et de créer ma structure qui est complètement complémentaire à celle de l'association. Mais donc moi, je me suis lancé dans quelque chose de complètement inconnu, à savoir l'entrepreneuriat et le conseil. Mais parce que j'avais cette conviction que c'était quelque chose de juste et d'utile. Donc l'avenir me dira si j'avais raison, mais les premières impressions que j'en ai sont qu'on est dans la bonne voie et que cet engagement que je prends aujourd'hui d'y consacrer tout mon temps a du sens. Et en tout cas, j'ai pour l'instant aucun regret. Je crois que c'est vraiment le moment. Et en France, on a cette chance qu'il y a quand même un souffle avec la fresque, avec 2 tonnes, avec Printemps écologique, pour un réveil écologique, la CEC, etc. Donc, on a la chance d'être dans un pays qui finalement est presque moins en retard que les autres, dans lequel il y a des vibrations, des signaux faibles qui sont de plus en plus forts et qui sont très encourageants. Au sein de l'Union européenne, qui aussi et voilà, est plutôt, j'espère, qui a plutôt une appétence aussi pour ces sujets-là. Donc, si on prend un pas de recul et qu'on se dit, bah, on est dans un pays qui est plutôt favorable à ces changements-là et dans lequel il y a plein d'acteurs et tout un écosystème très très propice, c'est le moment de s'engager. C'est vraiment, il y a une richesse, une émulation, bref, quelque chose se passe, donc c'est le moment et il est possible qu'on ouvre la voie sur ces sujets-là, même si encore une fois, le monde entier est en retard. Donc, c'est pas une question de s'auto-congratuler, c'est juste une question de dire bah, allons-y et profitons de cette émulation. Ouais, tout à fait. Et puis vous n'êtes pas du tout seul, loin de là. Il y a plein d'autres collectifs qui existent, il y a plein d'autres personnes qui mettent en place des choses dans leur entreprise, il y a tout un écosystème favorable. Donc, ouais, je te rejoins, Pauline, là-dessus. Faut surtout pas hésiter. Et ça fait du bien de trouver des personnes qui ont pris ce mur du climat ou qui ont eu ce déclic écologique, parce que parfois, bah, dans nos familles, dans nos cercles d'amis, on se sent seul et parfois ça use aussi d'être le seul à pas prendre l'avion ou le seul à être végétarien. Et là, tout à coup, c'est à la fois reposant d'être avec des personnes qui nous ressemblent, même si on sait qu'il ne faut pas être que avec des personnes qui nous ressemblent, sinon ça devient la pensée unique. Mais bon, c'est reposant ah bah oui, on est au même niveau d'awareness sur les sujets environnementaux et on utilise finalement l'énergie qu'on mettrait dans d'autres groupes à essayer de convaincre les gens. Et ben là, on met cette énergie-là à agir ensemble et ça crée une motivation énorme. Et c'est pour ça que malgré tout le temps que ça prend, on continue à s'engager pour notre collectif, pour les collectifs en tant que réseau, parce que ça apporte une sorte de vibration que moi je retrouve nulle part ailleurs, même avec mes meilleurs amis, même dans ma famille. Et je voudrais juste rajouter sur le fait que quand on prend part à ce grand écosystème qui est de plus en plus vaste, on en devient aussi quelque part un fier représentant. Et quand Pauline, tu dis qu'effectivement, quand on est avec nos familles, nos amis, on a peut-être plus de mal à faire passer ces sujets-là, je pense qu'on a quand même quelque part cette incarnation de le monde qui essaie de faire bouger les sujets environnementaux et que ça attise la curiosité. À titre très personnel, moi, une de mes très grandes fiertés, c'est d'avoir réussi à faire comprendre à mon père pourquoi est-ce que c'était important. Et le fait que j'ai pu témoigner de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai compris, a fini par le convaincre et aujourd'hui il est, je vais peut-être pas dire militant écolo, mais pas loin quoi. Et je pense que c'est aussi par cette traînée de poudre qu'on va réussir à embarquer le plus largement possible autour de ces questions-là. Mmh. Complètement. Et ouais, et la famille, c'est pas facile à convaincre, donc bravo. Pour conclure ce podcast, je voulais vous demander à chacun si vous pouviez donner un conseil aux personnes qui écoutent Écolo au boulot. Ce que vous voulez. Yes. Je dirais que si jamais vous êtes dans une situation ou dans l'entreprise où vous avez l'impression d'être dans une situation de dissonance, c'est-à-dire que vous vous dites je vais travailler mais ça n'a pas sens pour moi, ne gardez pas ça pour vous quoi. Trouvez les moyens dans l'entreprise de faire advenir finalement le monde dans lequel vous croyez, l'activité dans laquelle vous croyez pour l'entreprise.
et ne restez pas seul, entourez-vous. Donc le premier, ça serait ça, vraiment de s'écouter soi-même, et le deuxième, ça serait de s'ouvrir aux autres. Et pour moi, c'est vraiment les 2 ingrédients qui sont hyper puissants dans notre capacité à transformer les entreprises et à construire des nouveaux imaginaires dans lesquels on est tout simplement heureux, quoi. On est dans des sociétés où on a l'impression que les mauvaises nouvelles sont là tout le temps. Et ben, il est temps qu'on se parle entre nous et qu'on construise des bonnes nouvelles parce qu'on en a les moyens, et y compris dans le monde professionnel, qui est un monde où généralement c'est un peu poker face, chacun y va avec son masque en essayant de cacher ses émotions. Je pense que le temps est venu finalement d'être un peu plus soi-même en entreprise aussi, quoi. Et Alexis, tu parlais d'être heureux en entreprise. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur en parallèle de tout ce qui est écologie, c'est la psychologie positive, donc la science du déploiement optimal de l'être humain, que ce soit sur les sujets de bonheur, de motivation, de bien-être, de santé. Et donc, j'invite les auditeurs, auditrices à se poser la question de ce qui les rend vraiment heureux, de quelle force ils aiment utiliser chez eux, quelles sont les qualités qu'ils aiment utiliser. Ça peut être la créativité, ça peut être de motiver les autres, ça peut être d'étudier en profondeur, d'apprendre plein de choses. Bref, donc qui se posent la question de ce qui les anime, ce qu'ils aiment faire, et comment ils peuvent utiliser ces forces de caractère au profit ça peut être de leur collectif d'entreprise, ça peut être au profit d'une association, ça peut être au profit de quelque chose qu'ils créent eux-mêmes. Mais cette espèce d'introspection de tiens, mais qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui me donne du bonheur, et finalement, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, et dans cet accomplissement-là, comment je vois ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avant cet été, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir avant les prochaines années, et puis à la fin de ma vie, sur mon lit de mort, c'est quoi qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants ou mes proches disent de moi, de qui j'étais et de ce que j'ai accompli. J'aime bien m'imaginer que peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, mes proches puissent dire oui, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle a fait ça, ça, ça. Et quels sont les points de lumière qu'on a envie de créer dans notre vie pour nous-mêmes, pour être alignés avec nous-mêmes, puis pour avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose, puis aussi pour les personnes, pour la planète. Oui, c'est ça. On n'est pas que des robots qui accomplissons de super projets pour l'environnement. On a aussi besoin de se motiver. Et c'est vrai que connaître ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir, et ça peut servir de boussole dans ces démarches qui peuvent être un peu longues et compliquées, sinueuses pour la transition écologique. C'est même indispensable. Je pense que sans boussole, t'arrives plus à avancer. Au bout d'un moment, tu t'épuises. Et donc d'avoir cette forme de mission de vie dont parle Pauline, c'est vraiment ce qui nous fait tenir et qui nous remplit de joie et d'espérance. Et on arrive à travailler des heures au carré toutes les semaines, mais parce qu'on a cette conviction que notre mobilisation est juste et qu'on a des chances d'y parvenir aussi. Ok, et bien merci beaucoup pour ces très bons conseils et puis pour tout ce que vous avez partagé dans cet épisode. Eh ben, merci Cassandre pour l'invitation. Je mettrai les liens donc dans le descriptif de l'épisode pour rejoindre du site internet des collectifs si vous voulez regarder ce qu'ils font, les rejoindre, poser des questions, regarder les fiches actions, n'hésitez pas. Eh ben ouais, on vous y retrouvera avec grand plaisir. À très vite. Merci Alexis et Pauline pour ces partages tellement inspirants. Si vous souhaitez vous renseigner sur les collectifs, le lien est dans la description de cet épisode. Partagez cet épisode s'il vous a plu. Partagez-le à vos collègues avec qui vous parlez d'écologie, partagez-le à vos connaissances qui pourraient être intéressées, ou même à votre direction pour la motiver à co-construire avec ses salariés engagés. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao ciao!